Bienvenue à cette 42e édition du Congrès boréal. La table ronde de fiction et création de monde, lorsqu'on joue avec l'imaginaire, commencera dans quelques secondes. Merci à nos partenaires et commanditaires, le Festival littéraire international Métropolis Bleu, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, les éditions À lire, l'Association d'écrivains et écrivaines canadiennes SF Canada, le Festival BD de Montréal, le Prix des horizons imaginaires, la Fondation Lire pour réussir, Opuscule, littérature québécoise mobile, et les revues Solaris et Brin d'éternité. Merci également aux éditeurs À lire, Somme toute, Tête première, Triptyque, VLV, XYZ, ainsi qu'à Ubisoft Montréal. Merci à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour sa mise en valeur d'œuvres québécoises d'imaginaire. Et maintenant, place à la table ronde. Bonne écoute! Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la table ronde fiction et création de monde lorsqu'on joue avec l'imaginaire. Mon nom est Mégane Bédard et je vais animer aujourd'hui cette dernière table ronde du congrès, de la 42e édition du Congrès boréal. Petit mot d'introduction pour ceux qui ne savent pas, je suis qui. Donc, je suis autrice de l'ouvrage Xénomorphe, Alien et les mutations d'une franchise paru l'automne dernier aux éditions de sa mère et chercheuse spécialiste en culture populaire. Je suis également co-directrice de la nouvelle collection chez Somme toute Culture Vive, donc une collection qui se spécialisera en publication d'essais sur la culture pop. Et j'ai aussi collaboré au balado-diffusion Pop en stock et les Amazones à choc.ca. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter mes invités aujourd'hui pour la table ronde. Tout d'abord, en ordre alphabétique, Aymar Azaizia, bonjour. Aymar, bonjour, Mégane. Donc, Aymar est directeur du transmédia et développement d'affaires à Ubisoft. Il travaille sur la franchise Assassin's Creed depuis 10 ans. Et là, il s'occupe maintenant de tout ce qui est lié à l'histoire, au lore et à la cohérence de l'univers Assassin's Creed, depuis les jeux jusqu'à tous les sujets liés au transmédia, donc l'édition, expérience VR, etc. Donc, ensuite, je vous présente Cédric Ferrand, qui est né à Bourgoin-Jailleux, en Isère, tout comme Frédéric Barre et Jean-Pierre Andrevon. Du premier, il a épousé l'amour de la gouaille littéraire et des beaux billets troussés. Du second, il a adopté l'imaginaire éclectique. Diplômé en rien, il a toujours grenouillé dans les emplois administratifs et se qualifie bien volontiers d'écrivain de bureau. Il travaille présentement à Radio-Canada. Il est adepte du jeu de rôle depuis 30 ans et a créé des univers de jeux et scénarisé de nombreuses aventures et enquêtes. Ce n'est donc pas tout à fait par hasard si ces romans ont été adaptés en jeu, notamment Vadburg, et ou ont été inspirés par ses publications ludiques comme Sovok. Après avoir écrit un roman de pulp se déroulant à Montréal dans les années 30, qui s'intitule « Et si le diable le permet », il assume pleinement sa néo-québécité et rejoint les éditions À lire. Donc, bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Et enfin, on a avec nous Edith Kabouya, bachelière d'un diplôme en psychologie de l'Université McGill. Edith Kabouya a également complété une formation en scénarisation télévision à l'INIS en 2018. Récipiendaire de la bourse Netflix pour la diversité, elle complète une nouvelle formation dans le programme long de scénarisation à l'INIS. Cette trilogie Les Maudits, qui vient d'ailleurs de recevoir les fonds FMC SEDEC, félicitations, pour une adaptation télévisuelle, est publiée aux éditions de Mortagne depuis 2012, vendue en France aux éditions Hachette Black Moon, tout comme sa série de romans jeunesse Victoire divine. Aujourd'hui reconnue pour sa plume de scénariste et présentement sollicitée pour plusieurs projets en développement, Edith est aussi l'autrice de la série Utuku, qui a reçu le prix de la meilleure web-série d'horreur à Los Angeles. Depuis 2020, elle est porte-parole pour Communication Jeunesse. Donc, salut Edith. Salut. Merci beaucoup à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Donc, un petit préambule avant d'embarquer dans les questions elles-mêmes. Je voudrais vous relire le descriptif de la table ronde parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'éléments intéressants pour ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça se lit comme suit. La création d'univers est-elle ludique?
Nos 3 experts discutent du rapport entre jeu et création de monde étendu en imaginaire. Comment crée-t-on un monde fictif cohérent, que ce soit dans les livres, dans les jeux ou dans les séries? Peut-on jouer avec les codes de la réalité et avec ceux de l'histoire? Comment passe-t-on du jeu au roman, du roman au jeu, du roman à la série télé? Les ambiances de monde peuvent-elles être transférées d'un média à l'autre? Donc, comme on le voit dans le descriptif de cette table ronde, la signification du mot « jeu » est très large et changeante. On peut jouer avec l'imaginaire au sens strict, ou ludique, ou vidéoludique, avec le jeu vidéo ou le jeu de rôle, par exemple. On joue aussi avec les codes de notre réalité, les faits historiques, l'organisation sociale, ou on joue avec les codes de l'imaginaire, les codes qui nous aident à étiqueter telle ou telle œuvre sous le genre de l'horreur, de la science-fiction ou de la fantasy. Donc, j'aimerais en entendre un peu plus sur vos projets personnels et aussi sur votre travail de création. Donc, dans votre processus créatif, de quelle manière vous concevez ce jeu avec l'imaginaire? Quelle forme ça prend, est-ce que ça prend dans vos travaux individuels? Commencez avec Edith. Je vous laisse la parole. Moi, côté roman, je suis l'autrice de série de livres. Donc, la première série de livres, c'est Éthique. Et j'ai l'étiquette dans ce sens que j'aime bien inventer des styles pour décrire mes mondes, je crois. Je crée la première série, j'appelle ça de l'horreur fantastique. La deuxième série, je disais que c'était de l'utopie moderne. J'ai des nouveaux noms pour décrire les univers, pour en fait, pour justifier ce que je fais, en fait, pour être très honnête. C'est peut-être comme ça que je joue plutôt avec les codes. Et dans le cas de ma première série d'horreur fantastique, l'adaptation du livre au scénario, c'est le fait de changer de perspective parce que une adaptation, par exemple, dans ce roman-là, on est vraiment dans la tête du personnage, dans sa perspective. Et quand on écrit pour la télé, il faut mettre les émotions de façon visuelle alors qu'on n'est pas dans son psyché. C'était ça le défi. Donc, c'est de transcrire des émotions, des actions de façon très visuelle afin que le spectateur puisse comprendre le personnage. Moi, je fais vraiment du personnage quand je crée mes mondes. Un peu comme ça que je joue avec les codes, je dirais. J'ai pas créé de jeux vidéo et j'imagine que je rentrerais dans une autre perspective encore si je devais créer un jeu lucratif, juridique pour le consommateur. Merci, Edith. De ce point de vue-là, je serais intéressée à t'entendre, Aymar, vu que tu crées des jeux vidéo, voir si est-ce qu'il y a une démarche similaire ou complémentaire. Non, en fait, ouais, c'est sûr que pour nous, quand on disait, bah, en fait, ça prend quelle forme le jeu avec l'imaginaire, comment est-ce qu'on joue dessus, bah, pour nous, c'est certain que c'est constant à partir du moment où on est dans une création originale. Que ce soit quand on travaille sur une série télé, un film, un jeu vidéo, un jeu de rôle ou un roman, à partir du moment où on est dans de la création originale, évidemment, on va commencer à jouer avec les codes et en fait, on va commencer au départ, créer des règles, en inventer, finir par les transgresser, s'amuser justement à contourner ce qu'on vient de créer pour surprendre, pour garder l'auditoire sur la pointe des pieds et pour réussir en fait au final, à faire ce qu'on a tous envie de faire, c'est susciter des émotions. Que ce soit manette en main face à un écran ou avec un livre dans les mains, ce qu'on veut, c'est susciter des émotions chez l'autre. Donc, on les emmène dans un monde dans lequel, justement, on va leur faire perdre un petit peu pied. Et puis, quand ils vont se faire à cette réalité-là, on va commencer à jouer, à tordre un peu ce qu'on a fait pour avoir des réactions en face. C'est ce qu'on cherche, je pense, tous à faire en tant que narrateur ou conteur. Oui, merci. Cédric, est-ce que c'est un peu la même démarche que tu as dans ton travail? Parce que je trouve ça super intéressant de voir aussi comment il y a des parallèles entre le jeu de rôle et le roman dans ton travail de création. Donc, est-ce que c'est aussi centré sur le personnage ou est-ce qu'il y a comme un autre type de world building, si on veut, qui te happe?
Dans les deux cas, j'essaye de créer des univers crédibles avant tout, qui ont une logique interne, qui essayent d'être le plus réaliste possible dans leur univers à eux. Donc, je dirais que que ce soit en jeu de rôle ou en roman, j'essaye de faire la même chose, c'est-à-dire de réfléchir aux conséquences, essayer de trouver des petits détails qui vont faire que le lecteur ou le joueur vont trouver ça crédible et vont s'y retrouver. Et même quand j'écris du roman, en fait, je fais un petit peu du jeu de rôle mental dans ma tête parce que mes personnages, je les fais évoluer dans cet univers-là, comme je les aurais fait éventuellement évoluer autour d'une table si ça avait été une partie avec des joueurs. Donc, je me pose les mêmes questions et j'ai la même attitude en fait en roman, quand je suis romancier, c'est qu'ils sont dans ma tête, c'est juste que je me parle à moi-même. C'est un petit peu schizophrénique, mais sinon, non, c'est exactement les mêmes mécaniques qui s'emploient. De ce point de vue-là, si vous avez répondu déjà à ma deuxième question, mais ça, on voit un peu que vous avez chacun vos ancrages aussi et vos objectifs quand vous créez un univers fictionnel. Mais quand il est temps d'étendre cet univers-là, donc de faire une expansion, un univers étendu, quels sont les éléments qui permettent, selon vous, une meilleure continuité dans ce travail d'expansion-là, que ce soit dans l'adaptation ou justement au sens très strict d'adaptation transmédia et univers étendu? Donc, on va suivre le même ordre, Edith. Quand je crée une histoire, je pars toujours des personnages. Toujours les personnages. C'est les personnages qui me viennent à moi avant l'univers et le monde dans lequel ils évoluent. Et selon les émotions et les quêtes que je vais leur faire traverser, c'est là que je crée l'univers dans lequel ils sont en. C'est que c'est le jeu à la première personne dans les deux séries que j'ai écrites. Et le challenge, c'était de sortir de la tête de ce personnage-là pour aller voir les autres personnages, de sortir de cette perspective de la narration au jeu pour une narration plus, comment on dit ça, omniscient. Et donc, c'est à travers la psychologie, à travers les missions, les quêtes, les obstacles que les personnages vont vivre, que je crée les thématiques. Je ne pense jamais à une thématique quand je crée un univers. Je ne pense jamais je sais ce que je veux raconter, mais les thèmes, ils naissent avec les personnages, ils viennent d'eux-mêmes naturellement. Il y en a d'autres qui, quand ils créent leur histoire, ils créent vraiment l'univers, le monde. Moi, c'est la deuxième étape que j'écris parce que tout part du personnage, tout part de l'émotion et je crois que c'est ce qui fait en tout cas, en roman, ce qui fait que je pense qu'on agrippe le lecteur ou le téléspectateur. Je ne sais pas si c'est la même chose en jeu vidéo. Moi, personnellement, en jeu vidéo, je suis plutôt attirée par les univers que par les personnages. Mais parce que le personnage, en fait, c'est nous quand on rentre dans un univers. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tu en parles. Ouais, non, mais en fait, non, souvent, le truc, c'est que le facteur clé auquel on va s'attacher, ça va être le personnage, sa vie, ça va être les péripéties, ça va être les rebondissements, ça va être le narratif qu'on va tisser autour de lui. Mais dans la démarche créative, on est plutôt inspiré par les anciens de type Tolkien, dans lequel on va d'abord créer un univers, parce qu'on pense au préalable, en fait, à établir la fantaisie. On va établir c'est quoi la fantaisie de base, et là ça peut être la science-fiction, on est dans un monde dans le futur, dans un monde post-apocalyptique, on est dans un monde passé où la magie existe, et on commence à avoir notre postulat de base qui va permettre à germer des idées de design et autres. Et je dirais qu'en fait, du coup, pour nous, c'est vraiment ça. On passe par, c'est quoi la fantaisie de base? Dans le cas d'Assassin's Creed, on a une machine qui nous permet de revivre la mémoire de nos ancêtres. Et ensuite, on cible un truc un peu plus particulier en fonction de ce qu'on est en train de faire. Que ce soit un film, un jeu ou autre. On va dire, par exemple, dans un jeu, dans le cadre du dernier, Valhalla, ça va être, OK, on veut revivre la fantaisie du viking. Donc du coup, à l'intérieur de notre fantaisie déjà existante, on va travailler cet aspect-là, cet aspect historique. On va voir qu'est-ce que c'est qu'être un viking, qu'est-ce que c'est historiquement qu'être vraiment un viking, c'est quoi la fantaisie hollywoodienne du viking et où est-ce qu'on se situe nous. Alors souvent, on essaie d'être entre les deux, hein, plus proche de l'historique, mais on ne va pas être ennuyant non plus. Donc on rajoute une dose d'action et une vision un petit peu plus hollywoodienne de la chose. Et à partir de là, on met nos personnages dedans.
Et on commence à les faire vivre. Donc c'est vraiment les personnages qui portent le récit, qui portent le narratif et qui portent l'émotion. Mais là, dans la façon de construire les choses, on commence vraiment par l'univers au départ, parce que en termes de est-ce que je vais le porter de manière transmédiatique, et je parle pas simplement du coup, est-ce que je vais adapter le script de mon jeu à une série ou est-ce que je vais en faire un roman, mais vraiment je vais créer la chose la plus large possible pour pouvoir permettre ensuite de raconter des histoires dans cet univers de plein de façons différentes. Si tu prends Star Wars et tu prends un peu ce qu'il pose comme base, on est dans le futur. En réalité, on est il y a longtemps, il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, mais on est dans un univers futuriste. Il y a des vaisseaux qui volent, il y a des sabres laser, il y a de la magie qui n'en est pas réellement. On met plein d'éléments, et à partir du moment où on a ça, on peut raconter des histoires. Et là, elles peuvent être, ça peut être du space opéra, donc ça peut être très grand à l'échelle de l'univers, avec un conflit familial au milieu, comme ça peut être beaucoup plus intimiste, et on peut suivre un Mandalorien allant de planète en planète et aidant des gens et suivant sa propre quête, et ça reste du Star Wars, alors qu'en termes de finalement, tu sais, le ton n'a rien à voir, l'approche n'a rien à voir, le type de personnage que tu développes peut être plus ou moins sombre, ça peut être des cartoons et ça peut être plus accessible, ça peut être des films beaucoup plus durs, comme Rogue Squadron ou Rogue One, qui vont parler de la guerre et de ses conséquences, dans lequel il va y avoir du sacrifice, et en fait, finalement, tout reste Star Wars, parce qu'à la base, tu as un univers qui est assez large pour accueillir toutes ces histoires. Donc du coup, c'est antinomique, hein. C'est difficile pour un auteur de commencer par autre chose que le sentiment, le soi, le personnage qui finalement est notre vecteur, et de se dire on est quasiment dans une approche drastique où on pose les choses, à quoi ça ressemble les dieux, le panthéon, les gens croient en quelque chose, c'est quoi la civilisation. C'est comme un travail encyclopédique de création d'univers, mais c'est super important pour après donner des bases qui permettent de le faire facilement ensuite. Moi, de mon côté, je dirais que la technique n'est pas du tout la même entre roman et jeu de rôle, en fait. Parce que, pour reprendre une image, quand je suis dans le roman, je décris que ce que le lecteur va voir, en fait. Pour prendre une image, c'est comme une scène de duel dans un western. Il est sur la rue principale, il voit les magasins qui forment la rue, mais en fait, le décor, c'est que les devantures des magasins qui sont finement dessinés, mais derrière, il n'y a rien. C'est juste des façades plaquées. Alors qu'en jeu de rôle, les joueurs vont vouloir rentrer dans le magasin, ils vont vouloir savoir ce qui se passe, qui est le patron, pourquoi. Donc c'est pas du tout le même sentiment de création, en fait. C'est des besoins totalement différents. Il faut que j'assure beaucoup plus de cohérence et que j'imagine tout en jeu de rôle, là où en roman, je peux me permettre d'évoquer, des fois de ne développer que des éléments qui vont être utiles à ma narration. Le reste, je me pose pas de questions. Donc c'est ça la grosse différence entre les deux formats pour moi. Parce qu'en fait, en jeu de rôle, il faut penser aussi à toutes les conséquences possibles, tous les choix. En fait, on offre des choix aux joueurs. Il faut que tu penses à toutes les possibles avenues qu'ils pourraient prendre, les choix qu'ils pourraient choisir. Donc, c'est un travail vraiment de Dieu, en fait. Comme d'être omniscient, de dire s'il prend telle voie, quelles conséquences, tel détail, de vraiment s'y prendre, en fait. Tandis qu'au roman, tu l'amènes par la main, qui veut ou veut pas, tu l'amènes dans telle direction, il doit suivre cette direction-là. Mais c'est vrai que c'est le côté qui est le plus proche entre les deux formats. Le format narratif traditionnel, dans lequel on suit une histoire et nous, on est maître d'œuvre. Donc, tu parles du roman. Effectivement, roman, comics, série télé, film, c'est la même chose. Le spectateur est passif et on est le maître d'œuvre de l'histoire, de la manière dont il va la percevoir, de la vitesse à laquelle on va la raconter. Mais dès qu'on rentre dans un média interactif, jeu de société, jeu de rôle papier, jeu vidéo, dans lequel on lui dit le monde, c'est un monde ouvert, fais ce que tu veux, va où tu veux. Le rythme de l'histoire, on n'en a plus la maîtrise. La séquence dans laquelle il va faire les choses devient compliquée à suivre. Donc, effectivement, il faut penser autrement pour être capable de la raccrocher de temps en temps avec des petites pépites et le ramener dans l'histoire. Le boulot ingrat du maître du jeu. Ça nous prend ce qu'on appelle des hooks, Exactement, c'est exactement ça. C'est des hooks pour pouvoir les accrocher et après des points clés dans ton histoire pour être capable de les ramener si tu as envie qu'ils suivent la campagne, si tu n'as pas envie de les laisser vaquer à leurs occupations, dérailler et massacrer le scénar que tu as préparé pendant des heures avec passion et amour. Les joueurs, vous connaissez, on a les noms, on sait qui vous êtes. D'une façon un peu similaire aussi, c'est sûr qu'avec le jeu de rôle, on a besoin de préparer justement tous ces intérieurs-là que les gens vont vouloir peut-être éventuellement vouloir explorer. Mais
il y a quand même cette part-là de créer. Moi, je connais un peu plus la littérature, donc quand on crée un roman, par exemple, il faut que cette curiosité-là soit quand même un peu piquée, malgré le fait qu'ils vont jamais pouvoir y aller, ce qui fait en sorte que souvent on a des fanfictions, on a des écrits un peu dérivés qui jouent sur ces blancs-là ou ces parties de mystère qui sont jamais abordées, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la maison complètement détruite sur le coin de la rue? Ça ne saura jamais, mais on peut seulement l'imaginer. Donc, je pense qu'il y a aussi ces parallèles-là qui sont à la base de la création, pas nécessairement une exigence quand on vient pour créer l'œuvre en elle-même, mais qui relèvent la même logique, si on veut. Oui. Aïmar, tu as parlé de beaucoup de médiums interactifs. J'aimerais ça vous poser une question justement sur cette interactivité-là, notamment sur le terme de ludification qui est comme employé un peu comme un buzzword aujourd'hui pour mettre de l'avant justement le caractère interactif de certaines œuvres ou de certains événements. Donc, on a vu beaucoup d'expositions interactives au sens où on appuie sur des boutons pour faire quelque chose. Mais c'est sûr qu'interactif, ça devient très large et très englobant dans ce point de vue-là. Mais je me demandais si vous croyez que cette tendance à la ludification, donc à rendre un peu plus tout interactif, témoigne d'un changement dans la manière dont on s'investit dans les œuvres de fiction aujourd'hui. Donc, notamment les œuvres transmédia qui nous donnent l'opportunité de prendre une part un peu plus active à la manière dont on consomme des œuvres où on est plus passif habituellement. C'est-à-dire, on a un peu notre parcours où on peut commencer par un jeu d'Assassin's Creed, puis aller lire un roman ou faire l'inverse. C'est libre à nous. Et le jeu de rôle travaille un peu de la même manière quand on construit un univers narratif où on donne justement cette occasion-là d'interagir. Donc, est-ce que, selon vous, il y a un changement dans la manière dont on consomme les œuvres aujourd'hui que cette tendance à la ludification-là révèle? Je vais y aller si personne veut prendre la balle au bon, mais oui, c'est important. Enfin, je pense que on a une étape importante justement où il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent et qui permettent d'aborder ça d'un point de vue ludique. Je prendrais par exemple l'exemple de The Witcher sur Netflix où on se retrouve avec un épisode interactif. Ou même Black Mirror a fait la même chose, c'est-à-dire avec des choix dignes d'un livre dont vous êtes le héros, où vraiment on n'est plus le spectateur passif face à l'œuvre. C'est à nous de faire des choix, à nous de revoir les différentes fins possibles, si on veut faire des choix stratégiques, si on veut tous les faire, ou au contraire traverser l'œuvre une seule fois en faisant des choix et en ne sachant pas ce qu'il va avoir, quelles auraient été les conséquences. Et ça, c'est génial parce que c'est à nous de décider comment on veut la consommer. L'œuvre. Donc, puis je pense qu'effectivement, avec la consommation de masse qu'on fait actuellement de séries ou de ciné via les plateformes, c'est important parce que finalement, on regarde des séries, on regarde des fois des spin-offs, dans quel ordre on les regarde, est-ce qu'il faut suivre l'ordre de parution, est-ce qu'il faut rebondir? On se retrouve aussi avec des listes des fois faites par des fans qui vont nous dire non, mais le célèbre cas pour Star Wars où il y a des gens qui vont vous expliquer quel est le bon ordre pour le regarder. Donc non, c'est important de pouvoir remixer en permanence tout ça. C'est effectivement une très belle manière de ne pas être passif et de ne pas être linéaire dans notre consommation. La ludification. Ah, pardon. J'ai entendu, il y a un épisode interactif de Witcher. J'ai raté ça a passé sous mon nez ou... Il me semble, pour être franc, je n'ai pas cliqué sur le truc, mais il me semble que oui, il y a un épisode qui va bientôt sortir, mais oui, qui va être en interactif à la même manière que Black Mirror l'a fait il y a quelques temps. Ouais, moi je voulais dire, la ludification, on en a un peu souffert l'industrie du jeu vidéo parce que on en parlait, on l'utilisait à toutes les sauces et ça venait empiéter sur le milieu professionnel. Il y avait de la gamification dans le milieu du travail, il y avait de la gamification dans les actes d'achat, sur les sites internet, c'est un peu venu partout. En fait, le truc, c'est que le ludisme, l'envie de jouer, elle existe depuis toujours. Hein. On va pas revenir sur les dédis qu'on a trouvés dans l'Antiquité égyptienne et autres qui montrent que ça fait un moment quand même que l'être humain a besoin de jouer, ça fait partie de sa vie. Et en fait, quand on regarde, le terme ludification et la manière de l'utiliser, c'est un néologisme. Mais le comportement en lui-même, en réalité, il existe depuis toujours. Des jeux de rôle, ça fait
plus de 40 ans qu'on en a, et des jeux de rôle à licence. Moi, je me souviens très bien des vieux Star Wars à licence, des jeux de rôle Marvel. Ça fait très longtemps qu'on se plonge dans les univers. Je parle même pas de Lovecraft et de l'excellentissime et cultissime Cthulhu. Ça fait des années que tout le monde se projette et prolonge le plaisir dans ces univers bien au-delà du papier et d'autres choses. Et en fait, on pourrait même poser la question, je suis un peu taquin et je pousse un peu, mais quand il y a un gamin dans les années 60 qui met une petite cape rouge et qui joue à Superman, est-ce qu'il n'est pas en train de vivre dans l'univers étendu de Superman? Est-ce qu'il n'est pas en train de prolonger le plaisir face à une œuvre que lui adore? Tout comme quand on joue à Batman, où on avait la fantaisie de, il y a encore plus longtemps, jouer aux guerriers de Sparte et autres. En fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, on a mis un terme dessus, et en fait, l'arrivée de médias plus interactifs, la possibilité de streamer et autres, fait qu'on a beaucoup plus d'exposition et qu'on commence à faire des essais dedans. Mais tu le résumais bien, l'épisode de Black Mirror, au final, c'est un livre dont vous êtes le héros version film. On va peut-être en voir d'autres continuer à venir, et on voit aussi les univers se développer. Netflix a commencé il y a peu à adapter ces univers. On avait Stranger Things, qui au départ était quelque chose de à part, cultissime sur les années 80. Ils ont commencé à sortir des jeux vidéo sur Stranger Things, dans un format genre rétro, 8 bits, 16 bits, pour rester un petit peu dans l'univers. Et on sent qu'il y a aussi cette envie de faire des trucs un petit peu différents. Avec Casa de Papel, ils ont fait des épisodes interactifs dans lesquels tu pouvais aller revivre, dans le cadre d'une soirée, par exemple à la Monnaie de Paris, un braquage dans lequel toi, tu étais un spectateur qui te retrouvait victime et attaché dans un théâtre interactif. Donc on commence à jouer sur des univers qu'on a déjà créés, et en fait, surtout, on le voit plus, mais je pense qu'on a toujours joué avec les univers qu'on aimait. Oui, il existait aussi des films dans l'époque des serials, au milieu des années Ouais, c'est complètement. ça, les films interactifs où les gens votaient dans la salle de cinéma pour savoir C'est ça. ce qui allait arriver. On pourrait revenir sur DC Comics, c'est le cas effrayant de est-ce que Robin va vivre ou pas, qui avait quand même été, c'était quand même assez rude, et c'était un Robin qui était, il est vrai, assez casse-bonbon, hein, c'était un personnage assez horrible, et les gens ont quand même fini par voter, il faut que le Joker le tue, ce qui a donné un des épisodes les plus connus dans les comics sur Batman, et qui était absolument tragique. Bon, heureusement c'est un comics, hein, il est revenu et il est plus cool que jamais maintenant, spoiler, mais c'est vrai que c'était quelque chose de dur, et c'était à l'époque, c'était il y a au moins 30 ans, et c'était appelé et dites-nous si on doit le tuer ou pas. Donc ça fait très longtemps qu'on incite les gens à participer aux œuvres qu'eux aiment. Oui, mais ces œuvres-là... Il y a même eu une fois une pièce de théâtre expérimentale. J'ai toujours raté cette pièce de théâtre où le public, le soir même, c'était le public dont vous êtes le héros, en fait, pour cette pièce de théâtre. Oui. Et les acteurs avaient appris différents scénarios selon les choix du public. C'était vraiment... je l'ai raté, mais j'aurais aimé voir ça plus souvent, même dans le cas du théâtre, c'est dans tous les médias. T'as les productions de Punch Drunk qui sont super interactives, tu peux aller les voir, non, on peut pas, dans le monde d'avant, tu pouvais aller les voir à New York, mais il y a pas mal de choses qui se préparent. Nous-mêmes, on a des surprises, on prépare des choses sur le théâtre interactif, donc on s'en reparlera tous à un moment donné, mais ouais, c'est quelque chose qui nous passionne. Intéressant. De manière ou d'une autre aussi, ces œuvres-là finissent, comme on le voit, ça donne un cadre justement pour un peu cibler le jeu, parce que le jeu existe, comme tu l'as bien mentionné, Aymar, mais en même temps, ça donne des cadres fictifs qui nous inspirent à jouer à l'intérieur. Surtout, par exemple, les enfants qui veulent jouer à être des super-héros, à être Batman, à être E.T. Et à être ça. Donc, on voit aussi un peu en continuité avec justement ma précédente question, on voit qu'avec la propension grandissante à intégrer le jeu dans tous les univers, sous n'importe quelle forme qu'on peut imaginer, on insiste aussi beaucoup sur l'influence de la fiction sur le réel. Donc, comment ces histoires-là peuvent nous inspirer, mais aussi peuvent réussir à modeler la manière dont on perçoit le réel. Ils peuvent autant renforcer des préjugés ou des stéréotypes sur les genres, sur les races, sur les classes sociales, que réussir à les subvertir et à proposer des nouvelles histoires, des nouveaux récits qui peuvent inspirer d'autres. Donc, quelle place, selon vous, ce phénomène occupe-t-il dans votre démarche créative? Est-ce que vous portez attention à jouer avec ces codes-là pour subvertir des stéréotypes et mettre en lumière des nouveaux récits, peut-être qui n'étaient pas mis de l'avant dans les anciennes époques? Donc, je serais intéressée à entendre si vous prenez ça en considération justement quand vous créez des histoires, le fait qu'ils vont être réappropriés après.
Je dirais, notamment dans la première série, je voulais surtout beaucoup parler d'une thématique qui était la peur de la mort. Et dans un monde fantastique où on peut jouer avec les codes, avec les univers, c'était, dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui meurt et qui se fait ressusciter. Et ensuite, elle voit des morts un peu partout. Et c'est de jouer avec l'espèce de forme allégorique pour parler de cette peur-là, de la mort, qui littéralement, elle voit des morts et elle en a peur. Dans ma deuxième série, qui est jeunesse, où je parle un peu plus d'intimidation, au départ, je voulais surtout créer un personnage qui me ressemblait parce que j'ai réalisé avec les années que quand j'étais jeune, tout ce que je lisais, tout ce que je consommais, tout ce que je regardais, c'était qu'un monde de blanc, j'avais jamais de héros noirs. J'ai envie de créer cette héroïne noire qui vit de l'intimidation et dont l'histoire touche toutes les personnes, qui ne va pas juste chercher les personnes noires, mais vraiment toutes les personnes parce que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a peut-être déjà eu une expérience avec l'intimidation. Je l'ai juste ancrée dans c'est ce que j'appelle une dystopie moderne, dans le sens qu'elle est dans un pensionnat où les élèves ont créé leur propre société. Donc, c'est une espèce de réplica de notre société actuelle dans un collège. Pour moi, ça a toujours été des démarches qui n'ont jamais été très organiquement. Je n'ai pas vraiment pensé à ce que je faisais. Mais c'est sûr qu'en tant qu'autrice, et avec tous les événements qu'on vit aujourd'hui, je suis de plus en plus consciente de la manière que je raconte mes histoires, de la manière d'intégrer des gens comme moi, des gens noirs dans l'histoire. Si je vous dis, par exemple, le mot guerre mondiale, combien d'entre vous pensent à des soldats noirs? Personne. C'est ce petit côté révisionniste d'inclure des strates de la société qui étaient ignorées auparavant dans les médias, dans les jeux, dans les histoires, de les raconter. Et je dirais de manière... pour le roman, c'est de créer un personnage. Pour la télé, c'est de créer un visuel, de mettre ces couleurs-là de l'avant. Et j'essaie de rester très consciente d'inclure cet aspect dans mes histoires. Donc, si je créais un univers du temps des années 40, des années 50, des années 60, je ferais attention d'inclure de la diversité. C'est ma façon à moi de me réapproprier l'histoire de moi-même, de m'inclure et d'être consciente, de retransformer l'histoire pour que ça touche tout le monde, pour qu'on ne soit pas ignoré encore une fois. Oui, merci. Mais oui, c'est ça, parce que les personnes noires n'ont pas apparu dans le monde juste avec les manifestations de Black Lives Matter, ils étaient là avant. Non, non. C'est spoiler alert, tout le monde. Mais c'est bien justement de... Mais c'est ce qui faisait la série... Oui, non, en fait, j'ai regardé une série télé il n'y a pas longtemps, Lovecraft Country. Bon, on peut discuter de la qualité de la série et de la finale en temps et lieu, mais ça m'avait frappé quand même de voir dans les années 60, de voir de voir la population noire avec les habits d'époque. Et tu te dis, mais oui, c'est vrai, on existait à ce moment-là aussi, de voir les costumes. C'est de plus en plus les œuvres qu'on se réapproprie. Si je pense à Bridgerton, par exemple, la série sur Netflix, qui fait un travail... encore une fois, on peut discuter qu'on aime ou pas la série. C'est pas tout à fait mon genre, mais juste de voir des Noirs intégrés dans la société dans les années 20, les années 20, c'est les années 1800, je me souviens plus trop quelle époque, mais de nous intégrer, d'ouvrir notre imaginaire pour être le plus possible inclusif. Je crois qu'on est tous en train de créer cette voie-là en ce moment, peu importe les médias qu'on utilise. Oui, mais c'est ça, ça me faisait penser justement à... dans les questions que je vous avais envoyées, il y avait une citation dans Doctor Who qui, à un moment donné, le docteur amène une de ses compagnes, Bill, qui est une femme noire,
dans le Londres de 1800, je sais plus quoi. Puis elle s'étonne de voir justement des personnes noires qui font du patin sur la Tamise et compagnie. Et comme, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai pas eu. Puis le docteur fait juste lui répondre, ben, history is a whitewash. Donc, c'est comme le récit qu'on hérite de l'histoire, justement, élimine complètement toute la diversité de couleurs pour nous donner juste des personnes blanches. Puis, je trouvais que c'était un moment quand même assez fort, un tournant dans le récit de Doctor Who aussi, et qu'après ça, s'intéresse puis fait attention à mettre plus de visibilité comme ça, surtout dans une série qui s'intéresse au voyage dans le temps, ce qui est pas c'est comme touché un peu, là. On dirait que les gens ne veulent pas non plus adresser la question, là. Mais oui, un peu dans le même, ça me faisait penser à ce dont tu parlais, Edith. Ouais, puis c'est quand t'en parlais et tu posais la question dans celle que tu avais envoyée, tu donnais effectivement des exemples avec Captain Marvel, Wonder Woman, et on était beaucoup plus sur la question, au départ, sur la question de genre. Et c'est vrai que y a aussi une question de visibilité. C'est-à-dire que si on regarde en fait les années 80, on a eu Ripley, on a eu Sarah Connor, on a eu la princesse Leia, on n'a jamais en réalité manqué de fans forts, c'est-à-dire qu'il y a comme eu un faux débat de « Ah, enfin, on attendait des héroïnes fortes au cinéma ». Je dis bah, vous étiez où dans les années 80 ? Parce que moi, j'ai grandi avec des femmes fortes et des images incroyables qu'on a tous trouvées, mais vraiment trop cool. Et justement, c'est là qu'on sent ce besoin de représentativité qui était plus fort. Pour le cas, en fait, des gens de couleur, c'est clair qu'il est différent. On le voit de plus en plus dans les... moi, je te dirais que dans les jeux vidéo, maintenant, c'est devenu conscient. C'est devenu quelque chose qu'il était moins, et ça n'empêchait pas d'avoir des réussites. Sans obligatoirement prêcher pour ma paroisse, mais moi, j'ai découvert Assassin's Creed, je ne travaillais pas encore à Ubisoft. Le premier est sorti, et ensuite, je suis venu, parce que j'ai dit, OK, je veux faire ça pendant longtemps. Et ça a marché, donc comme quoi, il faut y aller. Mais le premier Assassin's Creed, c'est un jeu qui mettait en scène un arabe. Ça a été créé par des équipes multiculturelles, et c'était un arabe au temps des croisades, et les mecs d'en face, les méchants, c'était les croisés blancs. Donc, en termes de take, il y a une quinzaine d'années, c'était quand même quelque chose qui était pas coutumier. Et puis par la suite, outre le fait d'avoir pu proposer des personnages comme un personnage Mohawk qui a été créé avec la communauté, avec leur accord, parce que on n'a pas le droit de donner un nom Mohawk si la communauté n'a pas accepté, et chaque nom est complètement unique. Donc, on a eu droit à avoir le nom Radenagedon pour notre personnage. Le nom de Safi dans le transmédia, ça a été la même chose. On a soumis une demande au conseil, on a travaillé avec eux, on essaye de faire les choses de la manière la plus respectueuse possible. Et ces derniers temps, on s'est autorisé à tordre un peu plus l'histoire, et ça se voit plus dans le sens où on permet en fait à nos joueurs de choisir le genre de leur personnage. Et donc, du coup, on peut maintenant jouer, par exemple, un viking femme au 9e siècle en Angleterre. Et en dehors du débat historique sur les Shield Maiden ont-elles existé, y en a-t-il eu beaucoup, est-ce que c'est des exceptions, est-ce qu'on les retrouvait régulièrement? Nous, on ne s'est pas posé la question, on les trouve régulièrement, elles sont complètement intégrées à l'univers du jeu, ce ne sont pas seulement des femmes faibles, on a des femmes guerrières dans les deux camps, chez les Anglais, dans le camp des Norse, en fait, des Danes. On a fait exactement la même chose dans le jeu précédent, avec Odyssée, quand on a choisi d'être dans l'Antiquité et de raconter les aventures. Historiquement, les femmes de Sparte étaient entraînées à la lance, elles savaient clairement se battre, mieux que la plupart des guerriers d'Internet sur leur clavier, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, elles cliquaient des culs pour vrai. Et on a une trace d'un siège de Sparte dans lequel les hommes étaient à la guerre et les femmes ont descendu la ville et ont éclaté tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci, elles savaient se battre. En revanche, étaient-elles des mystios, des mercenaires qui se baladaient dans tout le royaume? Est-ce qu'elles étaient acceptées dans leurs conditions de femmes guerrières dans d'autres villes, en dehors de Sparte, en allant à Athènes ou dans le reste de la Ligue hellénique? C'était clairement pas le cas. Mais là, ça a été une fantaisie où nous, on a fait un stretch, on trouvait que ça marchait parfaitement avec le personnage. Les gens l'ont adoré, ont adoré notre proposition. Et c'est là que je dis, c'est de plus en plus conscient. On ne s'est pas posé la question de est-ce qu'on va avoir un grec ou pas un grec dans l'Antiquité, mais la question, elle s'est plus posée de est-ce qu'on va autoriser finalement à jouer un homme ou une femme? Et on l'avait fait dans l'Égypte antique, dans lequel on avait une femme ultra influente qui était la maman des assassins, qui a formé Brutus en allant à Rome et qui a entraîné des assassins, des hommes qui lui ont écouté. Quand elle était en Égypte, c'est pareil. Et on a une vraie réaction parce qu'effectivement, les gens ne comprendraient pas aujourd'hui si on appliquait les règles purement historiques de l'époque et on leur rejouait le machisme intégrant et la misogynie qui existait il y a plusieurs siècles en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'autoriser à changer les codes. Et
alors, on a des gens qui n'aiment pas ça. On en a d'autres qui, au contraire, adorent. À ceux qui n'aiment pas ça, il faut savoir que de toute façon, la vision historique qu'on a des choses aujourd'hui, elle est tronquée. Les gens au Moyen-Âge n'étaient pas sales, hein, ils ne s'habillaient pas tous en brun, il n'y avait pas un filtre bleu à l'écran à chaque fois qu'ils passaient. Donc, tout ça, c'est des choses que le cinéma a amené de la culture populaire. Hein. En réalité, les gens étaient plus cultivés que ça, ils avaient une bonne hygiène, ils avaient des habits de couleur. Les Vikings étaient très propres, ils étaient très coquets, ils coiffaient leur barbe, ils sont plus propres que beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, on joue aussi, on joue en partie sur les codes, et de l'autre côté, je le réaffirme, il y a un effort conscient. On le voit avec Netflix et avec le cinéma qui a décidé enfin d'embrasser la diversité, et ça doit être salué. Je rappelle juste qu'on a eu des femmes fortes et plein de trucs avant, et que maintenant, on voit que c'est de plus en plus conscient, et c'est célébré par les gens, donc tant mieux. Il y aurait beaucoup de dissonance si on mettait justement le mode avec un personnage féminin plus difficile pour les hommes qui veulent justement se prouver. On ajoute la misogynie dans les jeux, mais là, le jeu devient en mode expert. Ça pourrait être intéressant, le mode challenge augmenté. Ah, tu veux savoir ce que ça fait que d'être un homme de couleur? Bonne chance. Ça va te faire drôle. Tu vas encore plus fort. Pour vrai, c'est une blague, mais dans un des jeux qu'on a produit justement à Ubisoft, un jeu South Park, donc attendez-vous à quelque chose d'irrévérencieux au possible. Hein. Mais le mode de difficulté dans le second jeu est déterminé en fonction de la couleur de ton personnage. Plus il est blanc, plus le jeu est facile. Plus il a de la couleur, plus le jeu va être difficile. C'est South Park, on s'entend. Mais je trouve que la petite crotte de nez lancée aux yeux du monde était méritée. Donc voilà. C'est vrai, j'avais oublié ça, mais ouais. C'est clever. Oui. Mais c'est ça, on a parlé beaucoup justement de personnes de couleur, mais je sais que peut-être, dis-moi si je me trompe, là, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire ton roman, Cédric Wadsworth. C'est sûr que c'est comme une espèce de panorama sur une ville au complet, mais je pense qu'il aborde aussi les questions de classe et de différents milieux sociaux. Je me demandais si c'était quelque chose auquel tu réfléchissais aussi. Oui, parce que j'essaye d'écrire j'ai une écriture très terre à terre en fait. J'aime bien raconter le quotidien des gens, j'aime bien les petites gens, les petites histoires, surtout dans Wasberg où c'était vraiment une histoire à hauteur d'hommes dans la rue. Mais tu vois, c'est un roman que j'ai écrit j'ai publié il y a 10 ans. Et quand il est sorti, tout allait bien. Et puis, il y a quelques critiques qui se sont levées et qui m'ont dit, mais c'est normal que tu n'as que des personnages masculins dans tes nombreux héros. Et force est de constater que oui, effectivement, en regardant avec un peu de recul, oui, je suis le produit de ma culture. J'ai reproduit exactement les mêmes schémas. J'avais mis que des hommes, effectivement. Je n'avais pas imaginé que les gardes de cette ville puissent être des femmes, alors qu'il n'y a rien qui les empêchait. Et justement, c'est là où le jeu est intéressant, c'est que quand j'ai travaillé sur la version jeu de rôle de Wasberg, j'ai pu corriger le tir en fait. J'ai pu dire, hey, bon, j'ai dit une connerie. Enfin, j'en ai pas dit une connerie, j'en ai fait une grosse. Je peux pas modifier le roman, mais par contre, je peux modifier l'univers. Le jeu permet de ça. Et justement, je pense que le jeu de rôle en général, c'est une machine à réappropriation permanente en fait. On peut réintégrer constamment des thématiques, des problématiques qui nous intéressent. Puis même nous, quand on publie du matériel officiel, standard, avec nos thèmes, oui, mais il y a la moitié de la magie, elle se passe à la table de jeu avec les idées des joueurs qui arrivent, avec leur idée de personnage vraiment weird et qui fonctionne et qui fait « Ah ouais, j'avais pensé à un truc !» Et ben ouais, cool. C'est là où ça brasse constamment la cage et ça réinvente. Donc oui, c'est une merveilleuse machine pour justement s'amuser, tordre les codes, imaginer autre chose. On est dans l'imaginaire pur, alors pourquoi on s'embêterait avec le carcan social, avec toutes les idées qui nous briment en ce moment? Et ben non, là on peut tout faire péter et dire bah non, imaginons une autre société où tout est possible, et ben allons-y. Si on est d'accord pour dire que la magie et les dragons existent, on peut ça dire que le patriarcat a sauté aussi, tu sais, il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Et aussi oui, j'aimerais rebondir sur... Excusez-moi. Oui, je voulais rebondir sur justement cette question de rectifier le tir. Quand j'ai écrit ma première série, moi je l'ai écrit, j'ai vraiment réalisé en pleine écriture pourquoi j'ai jamais de personnages noirs principaux dans mes propres histoires, alors que moi-même, je suis noire. Et ce qui est le fun, c'est que dans l'adaptation, je peux être plus libre. Un personnage, par sa personnalité, n'est pas défini
par sa couleur, donc je peux lui donner n'importe quelle couleur que je veux. Quand j'écris des scènes, j'essaie d'être vraiment consciente dans les rôles clichés que je donne à mes personnages. J'essaie de, justement, au lieu d'avoir une infirmière, j'ai une infirmière. Au lieu d'avoir une infirmière, j'ai un infirmier ou un médecin, j'ai une femme médecin ou un inspecteur de police. C'est une forme de changer ces rôles-là, de rectifier le tir justement pour que visuellement, on puisse inclure déconstruire ces clichés, c'est bien conscient qu'on possède tous. Oui, et c'est ça, avant d'embarquer dans les questions du public, que je n'ai toujours pas reçues, je voulais juste rajouter aussi l'intérêt justement de s'arrêter de réfléchir à ce qu'on écrit ou ce qu'on crée, mais aussi, on n'a toujours pas de questions du public, donc on va pouvoir continuer à jaser encore. Donc, ce que je me disais aussi, c'est le jeu de rôle, ça, justement, vu qu'on prend un rôle, ça nous permet de se mettre dans les souliers de quelqu'un qui pourrait être complètement à l'opposé de nous, changer de genre, changer de race, changer de classe sociale. Donc, il y a cette potentialité-là aussi dans le jeu de rôle que, par exemple, le jeu vidéo, on est quand même circonscrit, peut-être pas dans Assassin's Creed parce qu'on a des personnages déjà construits, mais dans les RPG, c'est différent, mais on est quand même circonscrit à qu'est-ce que le jeu nous offre, tandis que le jeu de rôle, c'est, comme tu disais, c'est vrai que c'est pur imaginaire. Les barrières, peuvent être potentiellement, justement, infinies. Pas infinies. Il n'y a pas de barrière. Mais justement, se mettre dans la place de quelqu'un d'autre et aussi d'essayer de prendre des décisions ou d'affronter des difficultés qu'on nous jette, que le maître de jeu nous jette. Avec ça en tête, ça peut justement nous permettre de diversifier nos horizons et de se mettre à la place des autres. Oui, puis on parlait de jeu de rôle et on parlait de progrès. Là-dessus, je prends quelques secondes pour quand même saluer les changements drastiques et les progrès qu'on a vus dans le milieu du jeu de rôle aussi ces dernières années. Quand tu prends le vétéran, le papa de tous les jeux de rôle, Donjons et Dragons, qui en est à sa 5e édition, et tu regardes aujourd'hui, tu feuillettes un livre du joueur et tu regardes les archétypes qui sont proposés, et tu vas avoir des personnes de couleur, des femmes, des personnes asiatiques, des personnes qui viennent de tous les pays qui sont représentées à l'intérieur du truc, en plus des classiques tolkienesques, des nains, des elfes, etc. Et honnêtement, en fait, au départ, on ne se rend pas compte parce que c'est tellement naturel. Et puis finalement, on réalise l'impact que ça a de prendre des univers de fantasy classiques qui étaient basés sur l'histoire médiévale européenne et très eurocentrée, et qui avait tendance à raconter des histoires qui ne concernaient que des chevaliers type les chevaliers de la table ronde, et donc on avait essentiellement une geste de chevalier blanc. Et puis de se rendre compte qu'en fait, ah ben non, mais le Moyen-Âge, c'était partout. On avait des guerriers arabes, asiatiques, on avait des guerriers en Chine, on avait des guerriers au Japon qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont leur culture, et ils ont embrassé ça. Et en termes de diversité, ça fait plaisir d'ouvrir un livre et de voir de la couleur à toutes les pages, ce qui n'enlève jamais rien à la magie de Donjons et Dragons, qui sont allés jusqu'à inclure dans une extension récemment un fameux ah ben voilà, mais j'ai la totale à côté aussi un fameux ouais, le wheelchair magique, tu sais, qu'ils ont créé pour permettre justement à des joueurs qui ont un handicap et qui veulent jouer un personnage qui leur ressemble dans le jeu de le faire. Donc aller jusqu'à embrasser ça, je trouvais ça très très bien. Mm-hmm. Mais pour mentionner ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est plein de petites histoires, mais justement, ils sont allés chercher des auteurs, autrices issus de la diversité pour écrire les histoires, justement, pour permettre une représentation différente, ouais, clairement. Ah, justement, ouais. Mais c'est aussi parce qu'une bonne partie des auteurs qui sont maintenant là ont grandi avec Donjon et ont pu amener leur vision à eux, dire ok, j'ai grandi avec ça, mais je viens aussi avec un bagage. Et puis bon, ils arrivent à un moment où ils ont un peu plus d'influence et ils peuvent apporter tout ça. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, au début, c'était très blanc, homme cisgenre. Oui, c'était normal. C'était le produit de son époque. Mais là, il y a vraiment un vent de changement.
Ouais, et puis pour moi là-dessus, il n'y a pas une critique de l'historique, tu sais, du JDR. Au contraire, moi je suis pas, blanc et je joue au jeu de rôle depuis plus de 30 ans, en commençant par jouer un halfling voleur à Donjons et Dragons, et puis ça m'a jamais quitté. J'ai joué toute ma vie et je suis entouré de Cthulhu, d'Agent of Corporia, de donjons, de vampires et d'autres JDR. Donc oui, on s'est tous épanouis dedans. Et quand on jouait avec nos amis, on s'est jamais posé la question, tu sais, de se dire est-ce que mon perso va être blanc, va être une femme ou autre. On jouait entre nous et on jouait des persos qui nous plaisaient. Ouais, effectivement. Puis, mais de la même manière, le jeu vidéo aussi est en train de faire beaucoup d'efforts sur l'accessibilité. Je vois tout ce qui est les efforts de game design pour, par exemple, satisfaire les gens qui ont des problèmes de vision, de couleur, ça, c'est génial. Ou même de voir des gens qui arrivent à adapter des contrôleurs vraiment weird parce qu'ils ont des problèmes de doigts ou tout comme ça. Et ça, c'est magique, quoi, de se dire que tout le monde est capable de jouer. Microsoft a fait énormément d'efforts pour sortir des contrôleurs adaptatifs, qui sont des grandes plaques, etc., sur lesquelles tous les jeux sont compatibles, et nos jeux, en l'occurrence, le sont aussi, et on essaye justement, en plus de l'accessibilité aux personnes qui ont des troubles de la vision, d'être capable de proposer au plus grand nombre de jouer avec nous et d'embarquer dans nos aventures. Donc c'est clair qu'il y a un vrai effort d'inclusion qui est fait dans les milieux du jeu et du divertissement, qui sont conscients de qui sont les gens, en fait. On a une question du public. Ouais! Et donc, Julien Zegel, j'excuse si je prononce mal ton nom, il demande comment savez-vous que le monde que vous créez est prêt, donc il est assez mûr pour être utilisé, soit dans une intrigue ou peu importe. Bonne question. En fait, ça dépend. Peux-tu répéter la question? Ah oui, comment est-ce que vous savez que le monde que vous êtes en train de créer est prêt, donc soit assez bien développé pour être utilisé dans une intrigue ou être publié, tout simplement? Généralement, on dit qu'il y a deux types de créateurs d'univers. En fait, on dit qu'il y a des architectes puis les jardiniers de l'autre. C'est comme ça qu'on les catégorise en deux grands types. Bon, l'architecte, lui, il a une vision de Diemurge totale, il a la vision globale. Et je pense que lui, jamais il sera satisfait parce qu'il y a constamment un petit détail qui va l'intéresser, qui va vouloir développer et qui va être sans fin. Alors que le jardinier, lui, il avance par petites touches en fonction de ses besoins et il fait ce qu'il y a autour de lui, en fait. Il s'occupe vraiment de ce qui est à sa portée de main. Et lui, de son côté, il va s'occuper, il va pas déborder de son cadre, en fait, de ce qu'il a besoin. Donc lui, il va plus facilement arriver à satisfaction parce qu'une fois qu'il a fini de développer ce qu'il avait besoin pour sa narration, il s'arrête. Alors que l'architecte, lui, c'est une quête sans fin. Il va falloir justement qu'il y ait quelqu'un, et c'est là où un éditeur est important, c'est quelqu'un qui va être capable de dire, OK, là, il faut que ça s'arrête. Là, tu vas beaucoup trop loin dans le détail. On n'avait pas besoin de 12 pages sur les délires, je sais pas, sur la loi, ou c'est beaucoup trop détaillé. Reviens à l'essentiel. Oublie pas c'était quoi ton pitch, oublie pas à qui tu t'adresses, ce genre de choses. Donc oui, c'est l'éditeur en fait qui t'aide énormément normalement à cadrer en permanence si tu te perds dans ta création, parce que lui, il est censé se souvenir que à la fin, ça doit être un livre quand même. On se rappelle, c'est pas une encyclopédie en 12 volumes qu'on fait. C'est quelque chose de plus... Ou à l'inverse, de dire, non, là, il manque des infos. Tu sais, ça peut aussi être ça le problème du jardinier. C'est que lui, il imagine super bien son univers, mais il n'a pas donné les clés pour qu'un lecteur puisse se l'approprier et en faire son univers. Donc, c'est l'éditeur. Après, ça prend un autre nom en jeu vidéo, ça prend d'autres... C'est pas nécessairement un terme d'éditeur, mais il y a de l'édition dans tous les sens du terme. Oui, ça prend effectivement un garde-fou, parce que si tu laisses à un créatif le loisir de créer aussi longtemps qu'il veut, tu peux te retrouver dans une situation Tolkien où il invente des langues, il est parti pendant 45 ans avant de poser la première ligne, et là c'est problématique parce que nous on a des vrais délais, il y a des vrais enjeux et des impératifs, donc que ce soit un producteur dans le jeu vidéo ou un showrunner quand tu vas être sur une série télé ou autre, c'est exactement ça, et je suis content que quelqu'un d'autre le dise parce que comme ça je n'ai pas à parler de mon taf, mais de venir effectivement, et à un certain moment de poser des garde-fous et des limites et de dire là on a des timings, à ce moment-là on a besoin d'avoir cette partie-là qui doit être prête, et qui va aussi des fois soulever justement les questions auxquelles l'auteur n'a pas pensé, parce que pour lui c'est une évidence, parce qu'effectivement il a la chose en tête, mais écoute, je lui dis écoute, là il y a comme un truc illogique, on avait défini que ça se passait comme ça, et voilà ce que tu me racontes, et ah oui mais dans ce contexte, donc ça permet de cibler les points sur lesquels il faut donner un peu plus d'amour, ou sur lesquels il faut au contraire couper parfois des morceaux parce qu'il y en a beaucoup trop, et en fait
du coup, c'est important d'avoir cette information. Donc, en général, on l'archive, on la garde pour nous et on peut continuer à travailler. Et surtout, on l'archive et on la garde pour nous quand on travaille sur des œuvres collectives. Quand tu travailles sur un jeu vidéo, tu vas pas avoir un auteur, tu as déjà une core team qui est composée de plein de personnes, tu vas avoir de multiples scriptwriters, writers, directeurs narratifs, etc. Donc, il faut que l'information, elle circule, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit accessible. Donc, quand tu veux faire peur à un auteur ou quelqu'un qui embarque dans une série télé ou dans un truc, c'est facile. Tu viens avec une Bible sur ton univers qui fait 6000 pages et tu lui dis, lis ça et reviens, on commence à travailler. Et là, tout le monde s'enfuit. Donc, il faut apprendre à condenser et aller à l'essentiel aussi. Oui, en télé aussi, c'est ça, on a une Bible avec l'univers, avec les personnages dont l'information s'accumule plus on avance en épisode. Dans mes livres aussi, quand je crée mes personnages et que j'écris leur background, il y a beaucoup d'informations que je ne vais jamais utiliser, jamais écrire ou publier dans le livre, mais ces informations-là me permettent de justifier les motivations des personnages, de comprendre d'où ils viennent et où est-ce qu'ils s'en vont. Et parfois, oui, cette information se retrouve dans le livre, soit non. Mais j'ai des cahiers avec des backgrounds et des stories, d'où ils viennent, leurs parents ils viennent d'où, qui vont jamais être publiés. Mais c'est un travail, je pense, qui est quand même nécessaire. Cette Bible qu'on appelle Bible carrément. Faut jamais dire jamais. On se retrouve parfois avec des gars comme moi qui tombent sur tes cahiers et qui les compilent et qui sortent des lore-books et finalement... Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est loin d'être les seuls. Hein. J'écoutais oui, mais tu as dit à telle page que... J'écoutais cette semaine un podcast avec les Denis Drolet, donc les humoristes. C'est un duo qui est quand même dans l'absurde total et tout. Et ils expliquaient que de leur côté, ils avaient décrit la chambre des deux Denis. Ils savent quel genre de poster il y a, quel genre de choses il y a. Et ça apparaît nulle part dans les sketchs. Mais pour eux, c'est logique en fait de développer leur univers intérieur et que ça a une influence sur l'écriture parce que ça les aide à imaginer la vie de ces personnages-là. Et du coup, c'est une technique qui en fait est utile dans beaucoup de domaines. Une fois qu'on la maîtrise, c'est très pratique. Oh, on a 2 questions. Tout d'abord, Marianne Caillé demande pour Edith, donc le monde des maudits et le nôtre, mais avec un univers parallèle. Donc, est-ce que ça a présenté des défis particuliers de création? Les maudits ou l'adaptation? La création d'un univers, notre univers avec un univers parallèle. Ça a été un défi dans ce sens qu'il faut toujours rester crédible et de garder le suspended belief crédible pour le lecteur. Donc, c'est sûr que dans Les Maudits, c'est notre monde où des éléments surnaturels surviennent. Ça a été un défi parce qu'au départ, le premier roman, je savais pas ce que je faisais. Dans le fond, j'avais une histoire et je me disais, OK, une fille meurt, se fait ressusciter. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Pourquoi elle se fait ressusciter? Pourquoi elle devient maudite? Et à chaque fois que je me posais une question, il fallait que je me réponde à la question. Donc, la réponse devenait un peu le storyline. Donc, j'avais ça à tâtons. OK, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive ça et pourquoi? Oh, et maintenant qu'elle a fait ça, pourquoi? J'avance toujours avec des questionnements quand j'écris. Pourquoi comme l'enfant de 2 ans? Pourquoi? Puis, c'est comme ça que j'ai construit un petit peu plus mon univers. Mais quand je suis arrivée au 2e tome, là, il fallait que je m'assoie et que je pense à ma logique là, c'est l'anglais qui vient, là, de tie the loose hands. Donc, le défi, c'était surtout malgré le côté fantastique, malgré le côté surnaturel, de rester crédible. Donc, et quand on veut rester crédible dans notre univers, il faut mettre des règles et de ne pas transgresser ces règles. Parce que c'est là que le lecteur ou le spectateur va décrocher parce que pour lui, il n'y a plus de logique, on se contredit. Donc, s'il y a une règle, si les maudits mais peuvent vivre longtemps, donc je dois suivre cette règle. Si pour créer des règles, c'est se mettre des balises, mais aussi ça peut être un moteur de créativité parce qu'il faut, à travers ce cadre de règles, à droite et à gauche, on va nulle part, mais avec des règles, on peut vraiment
moi, les règles, ça me rend encore plus créative, c'est ça que je veux dire. Donc, le défi, c'était de créer ces règles-là et de les respecter, ouais. Une autre question. Pamela Jeunesse demande une précision. Donc, par rapport à ce dont Cédric parlait plus tôt, demande, est-ce que c'est une catastrophe d'être jardinier dans l'écriture d'une série littéraire de plusieurs tomes, de science-fiction ou autre? Est-ce qu'il y a moyen un peu, comme Edith, tu disais, justement, on travaille par question, mais rendu au deuxième tome, il a fallu que tu t'arrêtes pour justement définir tes balises. Donc, est-ce qu'il y a moyen justement d'écrire une longue série en étant seulement jardinier, ou il y a un moment donné, il faut vraiment s'arrêter puis construire son univers Moi, personnellement, je me considère jardinière, un petit peu architecte à mes heures, mais personnellement jardinière. Et je crois que c'est tout créateur est différent. Moi, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne et c'est comme ça que j'écris. Donc, je ne crois pas que comme la personne, pas une maladie. C'est génial d'être jardinier et de découvrir son jardin. Je crois que ça devient trop monumental comme travail pour moi d'être une architecte, alors que jardinier, je découvre. Si moi, j'ai l'impression que je découvre une histoire et que je me surprends moi-même, je sais pour sûr que mon lecteur va être surpris et embarqué dans l'histoire aussi. Donc, très, 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 très fière d'être jardinière. Si tu as en fait cette approche qui est une approche itérative, où tu construis au fur et à mesure quelque chose, une œuvre, quelle qu'elle soit, et tu veux te lancer dans quelque chose de fleuve, tu veux partir sur 10, 12 romans, il y a des tonnes de personnes qui fonctionnent comme ça, il y a des tonnes d'auteurs célèbres qui l'ont fait avant toi, il n'y a pas à avoir peur. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave. En revanche, ça va nécessiter, si tu veux créer quelque chose, non pas de crédible, mais de consistant, ça va nécessiter d'avoir un bon éditeur qui te suit ou d'être toi-même un bon archiviste. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu avances, Edith, toi-même, tu disais, je me garde des fiches sur les personnages, j'écris mes trucs. Donc, tu vois, il y a le côté, bien sûr, la création peut te venir de manière naturelle, avec un flow. Et c'est souvent une façon assez organique d'écrire qui te permet de présenter en fait des difficultés du drame à tes personnages et ensuite de réagir à comment est-ce qu'ils feraient face. Et du coup, souvent, la réaction du personnage est beaucoup plus naturelle et plus spontanée parce que tu as écrit dans la spontanéité. Par contre, quand on va revenir, s'il y a 12 volumes en arrière, il faut à un moment donné que ça fasse un certain sens pour que l'univers reste consistant, et c'est là que c'est important. Quand tu regardes des gars comme, prenons un auteur qui débute pas connu comme J.R.R. Martin, dans Game of Thrones, quand il a écrit sa saga A Song of Fire and Ice, il a 2 assistants avec lui qui compulsent de manière maladive toutes ses notes et tous les trucs qu'il écrive pour être capable, au moment où il crée des nouveaux chapitres, de lui dire top, intervention, t'as raconté ça sur les martels dans le sud à un moment donné, on peut pas dire ça sinon on se contredit. Et donc, il ajuste le tir au fur et à mesure, mais lui-même s'est pas posé au départ en disant « je vais créer tout mon univers et toute ma saga sur les 30 prochaines années, je sais exactement ce qui va se passer ». Il a posé quelques bases, il s'est inspiré de la guerre des roses, il a pris quelques familles, il a commencé à écrire son truc, et après, il y a énormément qui lui est venu au fur et à mesure, puis il a revisité ensuite, et maintenant, il passe plus de temps à écrire ce qui se passait avant pour s'échauter les autres. Mais ça peut se faire totalement de manière organique, ou ça peut se faire de manière un peu hybride. Je le disais, on l'est tous un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et ça dépend le ratio. C'est comme J.K. Rowling, avant d'écrire une seule ligne de Harry Potter, elle avait créé son monde de A à Z. Elle savait exactement ce qui allait se passer dans chaque tome, quel était l'univers, quel était le monde des modules, le monde des magiciens. Avant d'écrire une seule ligne, c'était un travail de fou qu'elle a fait, d'architecte. Et ça paraît quand tu lis la série parce que les livres se miroitent. Donc, il y a des éléments dans le premier tome qu'on va retrouver juste dans le 7e, des éléments dans le 2e qu'on va juste retrouver dans le 6e. C'est chirurgical comment elle écrit Harry Potter. Non, j'allais dire le foreshadowing, c'est clair, tu peux te le permettre quand tu as des plans à l'avance, et quand tantôt on discutait, on expliquait les nuances qu'il y avait entre architectes et autres, je disais, nous, pour être capable de faire des univers transmédiatiques, on a besoin de faire un travail d'architecte à plusieurs,
d'une part, parce que c'est plus facile à partager comme travail, mais d'autre part, parce que on voit la facilité quand tu as créé une œuvre comme ça, en commençant par l'univers, on voit la facilité que tu as ensuite à la transposer sur les films Harry Potter, ensuite à faire une série sur les bêtes imaginaires, à faire une pièce de théâtre, à faire pas mal de choses dans lesquelles ça marche et ça fait sens, parce qu'en fait, l'univers et les règles sont assez claires pour qu'on puisse s'amuser à raconter d'autres histoires dedans, venir avec un autre angle. Tu peux complètement changer de ton, raconter une histoire de détective dans l'univers d'Harry Potter, un truc noir, et ça marcherait quand même. Et ça fonctionne complètement dans l'univers parce que tu as fait ce travail-là. Donc, pour répondre à la question, tu peux écrire des deux manières. Par contre, même si ça demande plus de travail de réfléchir en architecte, ça simplifie le transposage à plein d'autres médiums. Bon, il va falloir qu'on interrompe la conversation ici. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu en parler encore. Je pense qu'on aurait pu continuer encore très longtemps. Mais oui, on m'indique que c'est le temps de conclure la table ronde. Donc, merci beaucoup à Aymar, Edith et Cédric pour toutes vos interventions incroyablement intéressantes. Et on est le dernier panel du Congrès boréal. Donc, on conclut avec nous. Et merci beaucoup au Congrès boréal, justement, d'avoir organisé cette activité. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et beaucoup d'autres discussions similaires, peut-être, dans les semaines à venir. Donc, merci et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Salut.